Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Il est désormais obligatoire pour les partis et groupements politiques de présenter un quota de 30% de femmes lors des élections locales. Plusieurs autres décisions prises au Conseil des ministres tenues ce mercredi. On note aussi le soutien du gouvernement à la candidature de Jacques Anoma à la présidence de la Confédération africaine de football. 655 milliards de francs CFA, seul montant capté par la Côte d'Ivoire sur le marché obligataire international. L'opération de rebond a eu lieu ce mardi avec succès. Le pays obtient le taux le plus bas, 4,8%. Toutes les explications à suivre dans ce journal. Le médiateur de la République reçu ce mercredi par le président du PDCI-RDA au centre des échanges, la situation socio-politique actuelle en Côte d'Ivoire. Adama Toungara est allé encourager le président Henri Konan Bédié pour la reprise du dialogue avec le président de la République Alassane Ouattara pour la paix dans le pays. Ce deuil qui vient de frapper le football mondial, Diego Maradona est mort quelques jours seulement après ses 60 ans. Plus grand joueur argentin de tous les temps, El Pibe de Oro, a succombé à un arrêt cardiaque dans sa villa de Tigre, là où il s'était reposé après son opération. D'abord, ces messages en commençant par les félicitations au président de la République Alassane Ouattara. À l'occasion de votre réélection en qualité du président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus sincères félicitations et vous transmettre ainsi qu'à votre peuple et à votre pays frère les meilleurs vœux de succès, davantage de progrès et du développement. C'est signé le serviteur des deux saintes mosquées, Salman bin Abdulaziz Al Saoud, le roi de l'Arabie Saoudite. Et puis le président de la République qui a adressé un message à son homologue du Niger. Monsieur le président et chers frères, c'est avec tristesse que j'ai appris le décès survenu le mardi 24 novembre 2020 à Niamey de l'ancien président de la République du Niger, Mamadou Tandja. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Niger, ainsi qu'à toute la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion. Je salue la mémoire de cet éminent homme d'État qui a servi son pays avec dévouement et abnégation, haute et fraternelle considération. Le président Alassane Ouattara a également adressé un autre message à son homologue de Mauritanie. Monsieur le président et chers frères, c'est avec tristesse que j'ai appris le décès survenu dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 novembre 2020 à Nouakchott de l'ancien président de la République islamique de Mauritanie, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère de Mauritanie, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes condoléances les plus émues et ma profonde compassion. Je rends hommage à ce grand homme d'État qui a contribué de façon significative au développement de son pays et à son rayonnement sur l'échiquier international, haute et fraternelle considération. Et c'est ce mercredi au Palais de la Présidence un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, la représentation des femmes dans les assemblées élues, la mobilisation des fonds à l'international, le code des douanes, autant de questions abordées au cours de cette séance de travail du gouvernement. On fait le point avec Awa Touré. Adapter le code des douanes qui date de 1964 à l'environnement économique et institutionnel actuel de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres ce mercredi 25 novembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Ce nouveau dispositif prévoit non seulement de simplifier les procédures douanières et de consolider les garanties offertes aux usagers clients, mais également de renforcer les régimes de contrôle douanier déployés dans le cadre de la lutte contre la fraude. La représentation de la femme dans les assemblées élues, le Conseil a adopté les modalités d'application de la loi du 14 octobre 2019 favorisant la présence des femmes dans les instances de décision. Ce décret fait obligation aux partis et aux groupements politiques de présenter un minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés lors des élections des députés
des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. En revanche, il prévoit, en vue d'encourager les formations politiques à favoriser davantage la représentation de la femme, un financement public supplémentaire pour tout parti politique ou groupement politique dont le nombre de candidates atteint au moins 50% sur le nombre total des candidats présentés au cours de la consultation électorale. Il faut relever que ceci part d'un décret qui date de 2019 que le président de la République avait pris. Ceci en lien avec les différentes conventions au niveau international, en l'occurrence la Convention nationale sur l'élimination de toutes sortes de discriminations à l'égard des femmes et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes. Et puis l'évaluation citoyenne des actions de l'État. Le gouvernement a examiné le bilan de l'Observatoire du service public. Au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, l'OSEP a enregistré 2764 requêtes adressées à 44 départements ministériels. La grande majorité de ces requêtes, soit 79,20%, portaient sur des demandes d'information. Aussi, compte tenu du besoin continu d'améliorer la satisfaction de l'usager, le Conseil a instruit le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public à l'effet d'accentuer les actions de sensibilisation auprès des populations sur l'utilisation des canaux mis à leur disposition pour exprimer leurs avis et suggestions sur le service public. Pour l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire soutient la candidature de Jacques Anouma. Notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma, a fait acte de candidature à la présidence de la CAF, fêtière et instance de prise de décision dans le domaine du football sur le continent africain. Le Conseil a décidé d'apporter le soutien de l'État à la candidature de notre compatriote à l'occasion de l'Assemblée générale élective du président de cette institution, prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Aussi, le Conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures dirigeantes aux fins du succès de cette mission. Notons que le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le 9 décembre 2020. Opération d'Eurobond ce mardi avec succès. La Côte d'Ivoire capte sur le marché obligataire international 655 milliards de francs CFA. Le pays obtient le taux le plus bas, environ 5%. C'est un signe de confiance du marché, nous explique Adama Koné. La signature de l'État de Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds garde toute sa crédibilité. Le pays vient de réaliser un score remarquable sur le marché international des capitaux. Le montant qui a été levé de 1 milliard d'euros. Alors ce montant a été calibré sur la base des objectifs poursuivis, notamment la réduction des risques de refinancement sur nos eurobonds déjà sur le marché. Le deuxième objectif poursuivi, c'est de rallonger la maturité de la dette que nous avons. Le troisième objectif, c'est de réduire en fait les risques liés au change. Et puis bon, il y a un quatrième objectif bien sûr, c'est celui qui consiste à financer en fait les besoins résiduels du budget 2020. Nous avons obtenu un taux de 5%, qui est le taux le plus bas que nous avons pu obtenir depuis que la Côte d'Ivoire a accès au marché de capitaux international. 1 milliard d'euros, soit plus de 655 milliards de francs CFA. Pour réaliser cette performance, le pays s'est présenté au guichet des investisseurs internationaux avec une arme secrète. C'est bien sûr le leadership du président de la République qui a donné, disons, la vision qu'il a. Et depuis plusieurs années, disons, le pays est géré sur la base donc, de cette vision. Et le président, avec le leadership qu'il a, ça nous a permis, en fait, aux différents ministères de travailler à faire en sorte que la gouvernance soit la plus efficace possible et que surtout, en ce qui nous concerne, que la gestion économique soit la plus efficace possible et que les finances publiques soient gérées de la façon également la plus efficace possible. À cela s'ajoutent les agrégats macroéconomiques tels que le taux d'endettement de moins de 40% contre une norme communautaire de 70%.
une inflation maîtrisée à moins de 1% comparativement au plafond de 3% de l'UEMOA et un taux de croissance de 1,8% en 2020 malgré le coronavirus. Des chiffres qui ont forcé l'intérêt et l'admiration des bailleurs de fonds pour la Côte d'Ivoire. Allons à Yamoussoukro, au Sénat. Il y avait des travaux à la Commission des affaires économiques et financières. Le ministre du Budget, Moussa Sanogo, a présenté 2 projets de loi, des textes que les sénateurs ont ratifiés. Ils portent sur la fiscalité dans les domaines énergétiques et les marchés publics. Kader Sogodougou. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. 2 projets de loi sont à ratifier. Le premier porte sur la production énergétique avec le projet Cyprel 5. Le réseau d'évacuation de l'énergie produite par la centrale est concerné. Afin de répondre aux demandes des bailleurs de fonds et ainsi permettre aux titulaires d'obtenir les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet, l'État et le titulaire ont décidé de conclure un avenant à la convention ATINCO, dénommé l'avenant numéro 1. Au terme du dit avenant, les parties ont notamment convenu pour faire baisser les coûts de réalisation du projet CIPEL 5, de confier la réalisation du réseau d'évacuation de l'énergie produite par la centrale à Côte d'Ivoire Énergie et de lui accorder des avantages fiscaux et douaniers analogues à ceux accordés pour la réalisation de la centrale. Le deuxième projet de loi porte sur des mesures d'allègement fiscal relatives aux pénalités de l'État en matière de marché et commandes publiques. La maladie à coronavirus Covid-19 a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme une pandémie, une menace sanitaire mondiale de premier plan. L'une des mesures de soutien aux entreprises porte sur l'annulation des pénalités de l'État dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques. C'est à l'unanimité que les sénateurs en commission ont ratifié ces 2 projets de loi. Moussa Sanogo sera de retour au Sénat dans les jours à venir. Cette fois-ci, il sera question du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République s'intéresse à la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Adama Toungara était aujourd'hui chez le président du PDCI-RDA. Il encourage Henri Konan Bédié à poursuivre le dialogue politique avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour renforcer la paix dans le pays. Mamadou Kwasi. Adama Toungara à la résidence du président du PDCI-RDA à Cocody, ici à Abidjan. Le médiateur de la République est allé échanger avec le président Henri Konan Bédié sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. La poursuite du dialogue entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié, entamé le 11 novembre dernier, a été également évoquée au cours de cet entretien. Adama Toungara n'a pas caché sa satisfaction et son espoir d'une nation apaisée et prospère à la sortie de sa rencontre avec le président du PDCI-RDA. J'ai félicité le président pour avoir accepté la main tendue de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai pris bonne note de suggestions que m'a fait M. le Président Henri Konan Bédié. Je l'ai évidemment encouragé à poursuivre le dialogue, à persévérer dans cette voie royale du dialogue, pour que la paix soit une paix durable en Côte d'Ivoire. Je me suis permis de lui demander de venir le revoir pour continuer qu'on appelle l'entretien que j'ai eu avec lui. Le médiateur de la République a en outre signifié que son institution et lui sont à pied d'œuvre pour ramener définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Déjà, des missions sont sur le terrain selon lui pour rencontrer les différentes communautés afin de faciliter le retour de la cohésion sociale dans les régions victimes de violences communautaires. Autre action de cohésion sociale qu'on voit avec Koné Pagasoro de Madongui. L'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire était chez le président du COSIM. Ils ont parlé de la consolidation de la paix. Après la présidentielle dans les 2 pays, le diplomate guinéen exhorte le guide suprême de la communauté musulmane à continuer de prier pour la stabilité. Kamara Abdrahman Nassikoun, le nouvel ambassadeur de la Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, chez Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM.
Accompagné du premier conseiller de l'ambassade Alseni Mouba Sila, le diplomate guinéen est allé témoigner sa gratitude et celle du peuple guinéen au guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour ses efforts et son implication dans la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'exhorter l'homme de Dieu à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, deux pays frères. Je considère qu'une fois qu'on a présenté notre lettre de créance au président de la République, il était de notre devoir impérieux de venir le saluer et obtenir de lui ses bénédictions et ses recommandations. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tout en se réjouissant de la visite de l'émissaire du président guinéen Alpha Condé, a tenu à saluer les bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. C'est un honneur pour moi personnellement, mais c'est un honneur qui s'adresse également à toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour que sa mission soit couronnée de succès et que les liens qui lient déjà les deux pays soient davantage renforcés. À l'issue de leurs échanges, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a assuré Kamara Abdrahman Sikoun, ambassadeur de la Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, a prié pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Le corps préfectoral de la région de San Pedro veut prévenir la violence intercommunautaire. Désormais, chaque village va disposer d'un comité de gestion des conflits et des rumeurs. La vraie information sera donnée en temps réel aux populations afin d'éviter les manipulations. Sam Konan est notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra. Des danseuses d'Adjanou, des blancs vêtus, en pleine procession. Adjanou, c'est pour libérer le coin là. Parce qu'on va trouver la vérité. Une libation particulière pour implorer les mânes. Nous sommes à Dosakassou, l'un des 5 villages qui constituent le Vébaoulé dans la sous-préfecture de Gabiadji. Ici, des incidents ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Ce qui s'est passé réellement, nos parents n'ont pas voté. Les jeunes qui sont allés attaquer les urnes et qui ont cassé presque toutes les urnes dans nos villages. Bon, après ça, ils ont barré la route. Ils ont empêché l'accès à quiconque voulait rentrer dans les villages. Ils ont été mal informés. Les gens, vous savez qu'il y a des éléments extérieurs toujours à nos villages qui intoxiquent la jeunesse. C'est donc pour lutter contre la désinformation, les rumeurs qui sont à la base des conflits intercommunautaires que le corps préfectoral a procédé à la mise en place d'un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs. L'un des facteurs de ces conflits, c'est on dit. Chacun passe ici, il s'en va dire aux choses, rien que pour cogner la tête des communautés. Donc, monsieur le préfet a bien vu en mettant en place un comité de veille. Encourager les jeunes et essayer de marcher pour dire non à tout ce qui, à la violence, à tout ce qui s'est passé au cours des élections. Nos enfants ont mal fait, il nous revient de demander pardon à toute la nation entière pour que la paix sociale revienne, que la cohésion, ensemble, nous puissions faire avancer le pays. À Grand Bérébi également, la rumeur a failli entraîner des troubles entre des communautés. Ce qui a failli se passer à Grand Bérébi, c'est une rumeur qui a dit qu'une communauté devait s'attaquer à l'autre. Ici aussi, un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs a été mis en place. Le sous-préfet réunit des personnes dans chaque village, dans chaque campement, pour remonter les informations qui pourraient être contradictoires. Donc dans une cellule, ils se mettent ensemble pour la traiter et repartir vers les populations. Je pense que de cette manière, on pourra être au même niveau d'information. Dans les jours à venir, d'autres comités d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs vont être installés dans chaque village de la région de San Pedro pour préserver la cohésion sociale. De son côté, le mouvement Ma Côte d'Ivoire s'active aussi pour la cohésion sociale, une initiative de plusieurs acteurs politiques issus de divers partis. Cette organisation veut parcourir la Côte d'Ivoire pour contribuer au renforcement de la paix. Ahmed Traoré Cheikh Koné. Le mouvement Ma Côte d'Ivoire a été mis en place par les leaders de jeunesse de différents partis politiques et de la société civile. Son objectif est de sensibiliser dans un premier temps les populations à aller à la paix
Également, conscientiser les jeunes à ne pas se faire manipuler par la classe politique. Très tôt, des jeunes gens soucieux véritablement de la stabilité de notre pays, nous nous sommes mis ensemble afin de parler de paix. Nous avons un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, après avoir vécu des événements aussi tragiques, je crois que le mot paix doit faire partie de notre quotidien. Une démarche appréciée par les membres de ce mouvement. Ils s'engagent à mener à bien leur mission. Appeler tous mes amis jeunes qui sont dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, tous les villages de la Côte d'Ivoire, d'arrêter un peu de barrer des routes, parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est nous les jeunes. Je sollicite une réconciliation, que nos responsables politiques aillent à la paix, qu'on s'asseye, qu'on discute. Selon l'initiateur du mouvement Ma Côte d'Ivoire, une caravane de paix est prévue se tenir les jours à venir dans les différentes régions du pays. Elle contribuera à renforcer la cohésion sociale. Dans l'actualité politique également, la célébration de la victoire du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre. Dimanche, les militants de la zone 5 de la commune se sont félicités du travail abattu. C'est un reportage d'Ahmed Traoré dans un commentaire d'Abou Sanogo. Après la confirmation de la victoire du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel, les militants de la commune d'Abobo, à l'instar de ceux des autres communes et villes du pays, manifestaient leur joie. La zone 5 a réalisé cette année un bon score. Dans notre département, nous avons assisté à l'engagement de tous les militants, de tous les sympathisants. Et nous nous sommes dit qu'après cette débauche d'énergie, qui nous a amené à un score très élevé, qui a contribué largement à la victoire du président Nkou Kao, nous avons estimé qu'il fallait remercier les populations, qu'il fallait les appeler pour qu'ensemble on célèbre ce résultat-là. Abobo a démontré que c'est une commune de paix. Nous célébrons la victoire du président. Nous célébrons la victoire avec tous les autres partis politiques. Les femmes engagées ont fortement contribué à cette victoire du candidat du RHDP. Par ailleurs, les militants de la zone 5 et de la commune d'Abobo promettent les 6 sièges des législatives à leur parti. Attention, la Covid-19 reste encore active dans le pays. Il faut donc continuer l'observation des gestes barrières. Le ministère de la Santé a enregistré ce mercredi 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 1071 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 10 guéris et pas de décès. À la date du 25 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 168 cas confirmés, dont 20 843 personnes guéries, 131 décès et 194 cas actifs. On reste donc mobilisé pour mettre fin à cette pandémie dans le pays, mais la Covid-19 n'empêche pas le conseil municipal de Divo de faire de l'éducation une priorité. De nouvelles infrastructures réalisées dans la commune. Cette semaine, la mairie a offert une dizaine de salles de classe. La remise des clés était une occasion pour parler de la politique de développement de cette localité du Lodibois. Mamadou Kwasi. Les 6 salles de classe de l'école primaire du quartier Vatican de Divo, entièrement rénovées et équipées. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer la politique de développement de ce quartier, qui dispose déjà de plusieurs équipements. Le quartier Vatican a reçu, dans un premier temps, un marché. Il a reçu encore un centre de santé, de réhabilitation de 2 écoles. Monsieur le maire a fait beaucoup et il en reste beaucoup à faire. En plus du quartier Vatican, le quartier Konankoro voit son école primaire bénéficier de 9 nouvelles salles de classe avec bureaux. Des efforts du maire Amédée Kwaku Kofi et de son équipe municipale pour améliorer les conditions de travail des élèves et de leurs enseignants. Ces nouvelles salles de classe arrivent comme une bouffée d'oxygène pour les acteurs du système éducatif de Divo. Il y a une motivation quand les bâtiments sont refaits, sont peints, le cadre est agréable. En tout cas, vous êtes motivés à donner le meilleur de vous-même. Beaucoup d'enfants qui doivent apprendre dans les meilleures conditions, mais qui n'ont pas ces meilleures conditions. Et chaque fois qu'il y a un bâtiment qui arrive, c'est une meilleure condition qui arrive. Donc, nous sommes heureux. La remise de ces infrastructures
d'une valeur globale de plus de 100 millions de francs CFA, entièrement financé par la mairie de Divo, a été l'occasion pour le maire, Amédée Kwaku Kofi, d'appeler la population à préserver le climat social apaisé qui règne déjà dans la localité. Amédée Kofi Kwaku invite ses administrés à soutenir la politique de développement mise en œuvre. Lorsque nous on fait la politique, c'est pour apporter le développement à nos parents. Mais vous voyez les enfants qui sont là. Ils vont à l'école parce qu'on veut qu'ils deviennent des grands types demain pour nous remplacer. Mais ils ne peuvent aller à l'école que si notre pays est en paix. La politique ne doit pas diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Continuons tous à travailler pour la paix dans notre cité. Continuons à travailler pour le bonheur de nos populations. Avant la remise des clés de ces infrastructures, le conseil municipal s'est réuni pour faire le point des actions de développement de la commune de Divo. Ce deuxième conseil municipal a permis également d'élaborer la cartographie des besoins de la population, surtout celle des villages de la commune. Des besoins qui portent essentiellement sur l'électrification, les routes, la santé et l'éducation. Des programmes qui seront exécutés dans les semaines à venir, selon le maire de la commune de Divo, Amédée Kwaku Kofi. Mais cela dans un climat de paix, dans l'entente et dans la cohésion. Dans l'est du pays, le royaume du Dioablin, avec à sa tête Sa Majesté le Roi, était en liesse le week-end dernier. C'était la célébration de la fête de l'Igname qui marque le nouvel an. À cette occasion, le roi a invité tout son peuple et les différentes autorités administratives d'Anibi-le-Krou pour participer à ces réjouissances. On le voit avec Herman Yamien. C'est la fête de l'Igname chez le peuple Ani-Guablin. Pour cette célébration qui marque le nouvel an, Sa Majesté Nana Tigori Niamé, 14e roi du Guablin, a convié au palais royal tous les chefs de village du royaume et les autorités administratives du département pour partager la joie de son peuple. Parmi les invités, 2 illustres fils de la région. C'est des moments de retrouvailles et des moments de réjouissance. Et cela se passe dans un contexte où la paix est au cœur des préoccupations de nos parents. Et il voudrait que la paix s'installe durablement dans le royaume et au-delà du royaume, toute la Côte d'Ivoire. En pays Agni, la célébration de la fête de l'Igname marque la fin d'une année et le commencement d'une autre. D'où les offrandes sacrificatoires à l'endroit des mânes pour exprimer la reconnaissance du peuple et pour émettre des vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. Le temps ainsi donné par Sa Majesté Nana Tigori Niamé au Palais Royal, les autres villages peuvent désormais la célébrer. C'est ainsi que le village de Tanguelan, situé à environ 15 km d'Anibi-le-Krou, a pris le relais le lendemain. Le chef du village Nana Kra Nzoré, entouré de ses notables et de ses chefs de cour, a célébré cette fête. Le ministre Pascal Kwaku Abinan, très attaché à sa culture, et lui-même chef de cour, était encore présent. Si on perd nos repères traditionnels, ça veut dire que c'est une société qui est perdue. Symbole d'un départ nouveau, la fête de l'Igname est une cérémonie à la fois rituelle et festive. Son aspect rituel consiste à solliciter l'autorisation préalable des ancêtres avant toute manifestation. À cet effet, un collectif d'initiés et de féticheurs rompus se retire dans la case sacrée où sont logés les vestiges des mânes. Consultation et adoration s'y déroulent au prix de sacrifices de poulet ou de mouton accompagnés de la purée d'igname. Si la réponse des mânes est positive, alors les festivités peuvent démarrer. Certainement remarqué, pour ces vacances 2020, la RTI n'a pas diffusé de best-of de ses émissions. Elle innove avec de nouvelles productions. Il y a la matinale et ce grand rendez-vous de la mi-journée, c'est passé midi. Le directeur général Fosseni Dambélé mise sur la diversité des programmes. Allons voir ce reportage de Issa Tionayo. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, avait l'habitude de rediffuser les émissions Matin Bonheur et c'est midi à leur tranche horaire habituelle pendant les vacances scolaires. Cette année, elle innove. En lieu et place des rediffusions, la RTI crée 2 autres productions, la matinale et C'est pas c'est midi 1. Ces 2 émissions sont diffusées aux heures habituelles des productions remplacées. Ce lundi, notre équipe de reportage est au premier étage du bâtiment C. C'est ici que l'émission La Matinale se déroule entre 7h et 8h. Toute l'équipe est en place pour permettre aux téléspectateurs de bien se réveiller
à travers divers sujets. Clientèle est multiculturelle ou elle est simplement ivoirienne? Elle est multiculturelle, j'ai des expatriés, j'ai la communauté libanaise et j'ai même la communauté ivoirienne. Ce fut une belle expérience pour moi et pour mon équipe. Vraiment belle collaboration avec toute l'équipe de la matinale. Après le bâtiment C, nous voici dans l'enceinte du chapiteau. Lieu de production de l'émission C'est pas ce midi, hein, animé par le comédien Bidéfer, Joël et la flamme de l'Estanguet. Il est 12h. L'invité se nomme Chico Lacoste, un promoteur culturel. Ces deux émissions ont pu se faire grâce à une équipe dirigée par Barthélemy Nabo. On a essayé de proposer des programmes différents pour permettre aux téléspectateurs de voir un nouveau regard, d'avoir un nouveau regard sur RTI 1 le matin quand ils se réveillent et puis à midi pour garder notre créneau habituel. Et je pense que de plus en plus, la RTI va réagir autrement en tenant compte donc de l'existence des concurrents et pour montrer notre suprématie. Les téléspectateurs apprécient le contenu de ces deux émissions, non sans faire des propositions. La matinale d'abord, ça permet de nous enseigner certains sujets. Voilà. La fois dernière, il y a un docteur qui nous a enseigné sur le cancer, c'est-à-dire il a donné des conséquences comme des traitements à suivre par rapport au cancer. J'ai apprécié surtout l'émission concernant C'est pas ce midi. Vraiment, ça fait égayer les téléspectateurs. Donc on avait besoin de ça. La première saison de la matinale et C'est pas ce midi, hein, prend fin ce vendredi 27 novembre 2020. Les émissions Matin Bonheur et C'est midi feront leur retour juste après. Les innovations des émissions de vacances de la RTI en attendant la prochaine rentrée avec de nouveaux programmes sur votre chaîne, la RTI. Vous le savez, le président de la FIFA est décédé samedi dernier. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à la tête d'une forte délégation de membres du gouvernement, était à la résidence de Sidi Diallo. Il présentait les condoléances du président de la République, Alassane Ouattara, et la solidarité de l'ensemble du gouvernement à la famille du défunt. Le chef de l'État et le gouvernement se tiennent aux côtés de la famille pour la suite des obsèques. D'autres délégations se sont aussi rendues au domicile de l'ex-président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo. Le monde du sport et plusieurs autres personnalités prennent leur part de deuil. On le voit avec Salif Ouattara. Membre de la grande famille Diallo, amis de longue date, proches collaborateurs, diplomates, ministres, tous sont venus au domicile privé du président Sidi Diallo pour dire le yako traditionnel. Un moment auquel la famille du sport, avec une forte délégation composée de présidents de fédérations sportives, de responsables de clubs de football, d'associations sportives et d'organisateurs d'événements sportifs, s'est naturellement associé avec à sa tête le ministre des Sports, Paulin-Claude Daou. Nous sommes affligés, nous sommes dans l'affliction, mais nous nous rappelons que notre frère, le président Sidi, a été porteur de joie, porteur de fraternité et porteur de rassemblement. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de sa famille pour nous souvenir de ce qu'il a fait de grand pour le football, ce qu'il a apporté pour le sport d'une manière générale et dire que ce moment de méditation, ce moment de prière, nous sommes venus partager cela avec lui parce que c'est aussi un homme de foi. Et nous souhaitons que le Tout-Puissant, qui connaît ce qu'il a fait de bon sur cette terre des hommes, l'accueille dans son admirable lumière, qu'il repose en paix et que son action pour la Côte d'Ivoire, son action pour le sport, son action pour sa famille reste à jamais gravée dans nos cœurs. Décédé le samedi 21 novembre 2020, Augustin Sidi Diallo sera inhumé le vendredi 27 novembre 2020 dans la stricte intimité familiale. Le mouvement sportif organisera le samedi 28 novembre une grande cérémonie d'hommage dédiée à l'illustre disparu sur la pelouse du Parc des Sports de Treichville. C'était une légende du ballon rond, plus grand joueur argentin de tous les temps. Le malicieux Peluso, El Pibe de Oro, Diego Armando Maradona n'est plus. Il a succombé aujourd'hui à un arrêt cardiaque dans sa villa de Tigre où il s'était reposé après son opération au début du mois de novembre. On retrouve Salif Ouattara.
tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Ce but de génie, réussi contre l'Angleterre, lors du mondial 1986, restera jamais gravé dans la mémoire collective. Diego Armando Maradona est mort ce mercredi, quelques jours après sa sortie d'hôpital suite à une opération du cerveau. Diego Maradona a débuté sa carrière à Argentinos Juniors à 10 ans. Il intègre ensuite le célèbre Boca Juniors avant de rejoindre le FC Barcelone en 1982. 2 ans plus tard, il s'envole pour l'Italie où il s'engage avec le FC Naples. Il devient une icône. Avec la sélection argentine, il dispute 4 Coupes du Monde, dont une victorieuse en 1986. Il est alors au sommet de son art. Court et rapide, Diego Maradona a marqué de nombreuses générations et inspiré de nombreux joueurs. Diego Maradona dans la main de Dieu. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la commission électorale continue d'égrener les résultats commune par commune. 196 sur 351 ont été dévoilés. Les commissaires de l'opposition ont repris leur place au sein de la CENI. En nombre de voix, cette proclamation approche de la moitié puisqu'il manque des arrondissements importants de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui représentent 30% de l'électorat. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend qu'une petite pirogue n'apporte pas des nouvelles qui viennent de loin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.